Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de vous joindre à ce webinaire organisé par Digital Frontier Institute. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour les institutions financières et particulièrement les banques. Le thème de ce sujet, c'est le digital, moteur de mobilisation de l'épargne au sein des institutions financières et donc avec un focus particulier sur les institutions bancaires. Avec la transition digitale en pleine expansion, les banques et autres institutions financières doivent adapter leur modèle pour répondre aux besoins d'un public de plus en plus connecté et exigeant. Le digital, au-delà de son impact sur l'efficacité opérationnelle, devient un levier clé pour la mobilisation de l'épargne, un enjeu essentiel dans les économies africaines en pleine mutation. Les technologies digitales offrent des opportunités immenses pour élargir l'accès à l'épargne, particulièrement dans des zones où les infrastructures bancaires traditionnelles sont limitées. Cependant, la question de la confiance des utilisateurs dans ces nouveaux services reste centrale. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Virgile Tofodi, un expert en finance digitale, qui nous présentera ses réflexions sur la manière dont les institutions financières, et particulièrement les banques, peuvent capitaliser sur les solutions digitales pour transformer le paysage de l'épargne en Afrique. Virgile fera une présentation en 30 minutes qui sera ensuite suivie d'une séance de questions-réponses au cours de laquelle nous vous donnerons la parole afin de pouvoir poser en direct vos questions. Alors, je présente un tout petit peu Virgile Tofodi. Donc, Virgile est béninois. Virgile était l'ancien directeur général de MTN Mobile Money au Bénin et je précise, administrateur directeur général de MTN Mobile Money Bénin et administrateur directeur général de Free Money Sénégal. Virgile, sois le bienvenu sur ce webinaire. Bonjour Maxime et merci à tous nos participants qui ont pris de leur temps pour pouvoir être présents à ce webinaire afin qu'on puisse échanger un peu sur la question de l'épargne et de l'épargne à travers le digital. Merci Maxime. Merci Vigile d'avoir accepté l'invitation de Digital Frontier Institute. Je précise également que tu es le cofondateur d'un cabinet conseil, Digital Impact. Est-ce que tu peux nous dire en 30 secondes ce que vous faites au niveau de Digital Impact? Ok, Digital Impact se veut une plateforme que j'ai mise en place avec un de mes jeunes frères amis. Et c'est une plateforme qui permet aujourd'hui de faire un peu de partage de contenu, en un premier temps. Et aujourd'hui, quand vous allez sur LinkedIn, vous allez voir que nous partageons beaucoup de contenu de façon hebdomadaire ou bimensuelle. Mais également, nous offrons tout ce qui est, nous offrons, nous accompagnons les jeunes structures dans tout ce qui est conseil et stratégie, déjà sur le digital et sur l'expérience client. Donc, en gros, c'est un peu ça. Ok, Virgile, et merci encore d'avoir accepté l'invitation de Digital Frontier Institute. Voilà pour une présentation sur tes réflexions en matière de mobilisation des épargnes via des canaux digitaux. Juste avant que nous puissions démarrer avec cette présentation, je voudrais rappeler quelques consignes à l'endroit de nos chers participants. Donc, ce webinaire sera enregistré et publié sur le site de Digital Frontier Institute et également sur YouTube. Nous aurons une discussion qui va durer environ 1h15, entre 1h et 1h15 en fonction du nombre de questions que nos chers participants poseront au cours de la session de questions et réponses. D'accord? Et je précise également, je voudrais plutôt rappeler que nous allons vous donner la possibilité, au terme de la présentation qui va durer 30 minutes, donc soyez assez attentifs. Donc, au terme de cette présentation, nous allons vous donner la parole pour poser vos questions en direct. Donc, ceci dit, je voudrais laisser la parole à Virgile. Voilà pour maintenant nous dérouler sa présentation. Donc, Virgile, tu as la parole et tu peux afficher, mettre à l'écran ta présentation. Merci. Merci Maxime et merci chers participants. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, là c'est parfait. Ok.
Et donc, pour revenir à notre discussion du jour, le digital, moteur de mobilisation de l'épargne. Au fait, le GSMA publiait dans son dernier rapport de 2023, le nombre de personnes qui ont épargné et dans un compte, qui ont envoyé de l'argent dans un compte épargne à partir de leur porte-monnaie électronique. Et on a vu clairement que ce nombre a beaucoup augmenté. Il y a une croissance au niveau de ce nombre, 38% en 2022, en septembre 2022 et juin 2023, pratiquement 9 mois. Vous voyez, on a eu 38% de personnes qui ont envoyé de l'argent à partir de leur porte-monnaie électronique vers un compte d'épargne. Et ce chiffre a attiré doit attirer l'attention de tous les acteurs du secteur de la finance, et plus précisément du secteur de la finance digitale, pour montrer que ça va très vite. La deuxième chose, quand on regarde un peu la définition de la digitalisation aujourd'hui, il y a trois choses qui sont importantes. Le digital ou la transformation digitale peut passer par la transformation des processus traditionnels, c'est-à-dire dans une entreprise, on décide par exemple de changer les processus d'identification d'un passager ou d'un usager, et c'est de la transformation digitale. On peut décider de transformer à travers le digital les produits que nous avons, c'est-à-dire et dématérialiser complètement les produits que l'institution propose. Comme on peut également, à travers le digital, décider de transformer les outils ou encore les canaux par lesquels nous distribuons les produits, ou carrément changer même toute une profession par le biais de la technologie digitale. Donc, le digital intervient généralement dans les processus traditionnels, dans le des processus traditionnels, dans les produits, dans les outils et dans les canaux. En termes d'avantages, quand nous revenons au secteur purement financier, ça favorise rapidement l'inclusion financière parce que, à travers le digital, on va voir plus tard qu'on a une très longue portée d'expansion. Donc, on peut, à travers le digital, intervenir dans des zones où on n'est pas forcément présent. Je vais revenir dessus et plus tard dans la discussion. Ça permet parfois de réduire les coûts quand c'est bien fait. Quand il est bien fait, il permet de réduire les coûts liés à la paperasse administrative, les coûts liés aux ressources humaines. Et quand je le dis, parfois, on me dit oui, la conséquence que ça pourrait avoir, et on va revenir dessus, c'est que ça ne permet plus de mettre l'humain au cœur de la stratégie. Mais je dis non, l'humain a toujours sa place, mais le digital, quand il est très bien fait, il permet quand même de réduire les coûts au niveau des ressources humaines. Ça permet d'augmenter l'efficacité, c'est clair, et la gestion des risques améliorée. Ça permet d'avoir une gestion de risque améliorée quand les processus ou bien les produits sont digitalisés. Ça permet de mieux contrôler, d'avoir une meilleure vue sur les risques et de pouvoir les mitiger. En termes de défis, généralement dans notre sous-région ici en Afrique, c'est l'accès à la technologie, et la technologie, c'est toujours pas évident. On va avoir l'accès à l'Internet, accès à la technologie digitale, les applications, l'accès à l'USSD. Donc, vous voyez, il y a ces éléments-là qui posent un vrai problème. L'accès même au device, c'est-à-dire l'outil qu'on utilise pour accéder au digital, le téléphone, l'ordinateur, est-ce que c'est vraiment accessible? Et donc, je regroupe tout ça dans la technologie. La sécurité des données, c'est aussi ça. Aujourd'hui, c'est la question des temps. Hein, c'est la question des temps. Plus on pousse le digital, plus on pousse la technologie. Et en face, directement, on a les questions de sécurité des données qu'il faut également prendre sérieusement en compte quand on met
le digital et la technologie au cœur de sa stratégie. Les risques opérationnels, oui, ça peut. Tout à l'heure, on a parlé du fait que ça permet de mieux gérer les risques opérationnels, mais quand on ne fait pas attention à ça, ça peut créer également des risques. On peut avoir des risques opérationnels qui sont dus à l'insertion digitale dans la stratégie. La formation du personnel, c'est très important. C'est très important parce que quand on parle du digital, ou bien de transformation digitale, il est accompagné d'une théorie de changement. Et j'aime souvent donner un exemple dans les telcos, même dans les banques. Jusqu'à hier, oui, le chargé de compte était spécialisé dans remplir les formulaires, des dizaines de formulaires. Quand tu venais, on prenait ta pièce d'identité, il fallait remplir tout un tas de paperasses. Alors qu'ici, quand le processus est digitalisé, il faut former la personne aux questions digitales et il faut former la personne à pouvoir faire des interactions avec les applications, à pouvoir faire des interactions avec tout ce qui est sécurité des données. Et il faut former même la personne à pouvoir changer même de mindset par rapport à l'approche digitale. Et c'est un travail qui est parfois, je dirais, occulté ou mal fait par la plupart de nos institutions financières. La formation du personnel, quand on est dans un processus de transformation digitale, doit être au cœur de la stratégie. Parce que c'est les hommes qui adoptent le digital. C'est d'abord en interne que le digital est adopté avant d'être adopté en externe. Et après, la protection du client. La protection du client, un peu comme la sécurité des données, c'est très, très important parce qu'ici, on est en mode distance, en mode remote. Le gars intervient et à travers des outils, à travers des applications, le client veut quand même se rassurer qu'il est assez protégé quand il met son mot de passe confidentiel, quand il met son CVV sur les cartes bancaires, quand il met son numéro de carte bancaire sur une plateforme, il veut quand même être assez sécurisé et assez protégé et être sûr qu'il n'est pas ouvert à des risques de sécurité. Et donc, pour revenir sur la question du jour, l'épargne de nos jours. Comment réussir à vendre le produit épargne? Il y a 4 paramètres. Quand on parle de vendre un produit d'épargne, il y a 4 paramètres qu'il faut vraiment prendre en compte. Le premier paramètre, c'est l'offre de l'épargne. L'offre de l'épargne, elle doit être assez simple parce que l'épargne, contrairement au crédit, se fait sur initiative du client. Le crédit, généralement, c'est quelque chose qui est c'est le client qui est en position de faiblesse, c'est le client qui veut. Donc, le client accepte, subit toutes les tracasseries, toutes les contraintes. Mais quand on vient à l'épargne, et au niveau de l'épargne, c'est le client qui décide de cotiser. C'est le client qui, rien ne le prête, rien ne l'oblige. Et donc, quand vous voulez faire de l'épargne, ou plus précisément encore de l'épargne digitale, l'offre doit être très simple et très transparente, très attrayante. Le taux d'intérêt, qu'est-ce que le client gagne quand il épargne? Donc, le taux d'intérêt doit être très transparent, doit être très attrayant. Et pour que le gars se dise, oui, au lieu de mettre mon argent dans d'autres business à risque, au lieu de mettre mon argent dans des choses qui pourraient me coûter des risques, le client se dit, non, je préfère aller épargner mon argent dans un endroit sécurisé et gagner à la fin. Et c'est d'ailleurs même la part de ce gain, de cet taux d'intérêt est facile, qui fait que beaucoup de gens courent vers ces structures aujourd'hui plus légales. On a connu le cas de ICC par le passé, où on met des taux d'intérêt faramineux, qui fait que ça devient pas facile pour les clients. La deuxième chose, c'est le canal digital et l'expérience client. Quand on parle de réussir à vendre un produit d'épargne à travers le digital, il faut que le canal digital et l'expérience client que le gars subit soient les plus irréprochables. Le parcours de l'épargne doit être très simple et pas du tout contraignant. Parce que c'est moi qui ai envie d'économiser mon argent. Donc, c'est vers une structure. Donc, cette structure doit m'offrir un parcours qui est très simple, un parcours d'épargne qui est très simple et qui n'est pas du tout contraignant pour moi. Les notifications, quand je suis dans le digital et que je veux épargner de l'argent, moi, je ne suis pas en face
de l'institution. Je le fais en mode remote à partir des outils. Donc, quand je le fais, je dois pouvoir avoir la notification en retour et que ma transaction a été bien reçue et bien validée. J'envoie 10 000, je dois pouvoir et avoir en retour l'information que oui, que mon tontinier ou bien que ma microfinance ou bien que ma banque a effectivement reçu les 10 000 à travers une notification que mon institution m'envoie pour me donner le confort que oui, l'argent que j'ai envoyé, ils ont vraiment reçu. Et après, il y a la disponibilité du canal, la disponibilité du canal. Si c'est un canal digital qu'on a choisi, application ou USSD, il faut que ce soit disponible. Il ne faut pas que j'utilise un canal aujourd'hui et demain, quand j'ai envie de répéter, on me dit non, que le canal n'est plus disponible, l'application est down, l'USSD ne marche pas. Il faut que la disponibilité pour le client du canal qu'il utilise soit quelque chose d'assez établi. Le coût du service, on est dans de l'épargne, ce n'est pas du crédit, on est dans de l'épargne, c'est moi qui décide, encore une fois, c'est le client une fois qui décide de donner son argent. Donc, le coût doit être le plus moindre possible, sinon même à la limite gratuit pour les clients. Et ça a été toujours une question qu'on a discuté avec les microfinances, avec les telcos, avec les telcos. Pendant longtemps, vous allez voir que pour déposer de l'épargne dans les banques, c'est gratuit. Le dépôt est gratuit. Mais quand vous passez à travers le digital, ça se fait en mode remote. Même s'il doit y avoir des coûts, le coût doit être assez minime. Assez minime et doit pouvoir être comparé au confort que vous offrez à ce client pour qu'il puisse faire son épargne sans pratiquement bouger. Je parle des bonnes dames du marché, le soir, en fin de journée, elle a envie d'envoyer 2 000 ou 3 000 à son institution financière sans bouger de son étalage. Et même si je dois lui appliquer un coût dessus, il faut que le coût soit le moins possible parce qu'il s'agit de son épargne. Elle n'est pas obligée d'épargner. Donc, si on doit mettre un coût là-bas, le coût doit être le moins possible. À contrario, pour le crédit, où elle a l'obligation de payer le crédit. Ici, elle n'a pas d'obligation. Donc, si on veut utiliser le digital pour collecter son épargne, il faut que le coût soit moindre. La protection du client, on en a parlé un peu plus haut, le service client doit être disponible. Quand elle a épargné de l'argent, elle veut connaître son solde. Quand le client a épargné de l'argent et il veut connaître son solde, on doit pouvoir lui donner accès facile à son relevé, au solde de son compte et à travers le digital. Et c'est quand le client a des questions à poser et à travers le chatbot ou bien à travers l'application, le client doit pouvoir poser de la même manière. De la même manière, le client a pu envoyer son argent à l'institution sans se déplacer. De la même manière, quand le client a besoin d'un support, il doit pouvoir le faire facilement à travers les applications, à travers un chatbot. Donc, ici, on va comparer un peu l'épargne traditionnelle à l'épargne publique. Et vous allez voir que dans le parcours de l'épargne, c'est-à-dire de l'approche de la vente, de l'enregistrement, du dépôt, de retrait de l'épargne, et sur le plan traditionnel, sur le plan épargne traditionnel, tout se fait en présentiel. L'identité, c'est initié par, quand tu vas dans l'institution, c'est initié par un conseiller, l'agent de l'institution, c'est eux qui te l'initie. Tu donnes, et pour l'enregistrement, tu le fais vraiment en présentiel, tu donnes ta carte d'identité, tu donnes tous tes éléments physiquement pour qu'eux puissent le faire. Et quand tu fais l'opération est directement faite sur le SC sur le système d'information de l'institution financière. Puisque tu es déjà tu es déjà présent sur les lieux, quand tu donnes ton épargne, et on fait l'opération directement dans le système d'information de l'institution financière. Le dépôt, également, comme je le dis, il se fait en présentiel et ça demande forcément un déplacement du client et les montants sont généralement de petits, ou de montants moyens. Le retrait également, le jour où tu as envie de retirer ton épargne également, tu es obligé de te présenter ou d'envoyer un chèque pour pouvoir retirer ton argent. Par contre, quand on est dans le cas du mobile, et ici, ça se fait à partir d'un support électronique, généralement. C'est à partir du téléphone, généralement, dans notre sous-région, ou bien à partir de l'ordinateur dans notre sous-région. Et il est initié par le client lui-même, c'est-à-dire c'est toi-même qui décide de faire. Quand tu veux faire de l'épargne et digitale, c'est toi-même qui prend ton téléphone le soir, qui décide d'envoyer de l'argent. C'est toi-même qui initie la transaction. Contrairement à l'épargne traditionnelle où tu te prends sur les lieux et c'est eux qui initient l'opération. Ici, c'est toi qui initie l'opération à travers ton téléphone, ton application, ton USSD.
L'enregistrement, tu n'as pas besoin de te déplacer, tu n'as pas besoin d'ouvrir un compte formel, tu n'as pas besoin d'ouvrir un compte d'épargne formel, tu n'as pas besoin de te déplacer. Et le compte est ouvert directement sur le système d'information de l'institution quand tu fais une commande à partir de ton téléphone. C'est-à-dire, à partir de ton téléphone, on t'offre un parcours client qui te dit, OK, ouvrez et souscris à une épargne. Dès que tu fais la souscription, un compte virtuel est ouvert directement sur le SI de l'institution financière. Le client enregistre de façon simple son identité. C'est-à-dire, c'est toi-même qui, maintenant, qui va essayer. Généralement, pour l'épargne, on va te demander des choses simples, nom, prénom, date et lieu de naissance, et tu peux commencer déjà par épargner. Et vous allez voir les banques ou les institutions financières ce qu'elles adoptent pour prendre de l'argent chez le client. Elle n'a pas besoin forcément d'un KYC trop robuste. Mais le jour où tu vas vouloir retirer ton argent, ouais, c'est là où on va te demander tout ton KYC, tous tes éléments d'identité et tout. La politique, ça demande une politique de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Généralement, cette politique à travers le digital, c'est important. On l'insère dans le parcours et arrivé à un moment donné, on te demande est-ce que tu as lu et validé les CUG, les CUG ou les conditions d'utilisation. Et donc, tu vas pouvoir dire oui. Et quand tu dis oui, tu cliques avant que le parcours, le processus ne continue. Les dépôts se font par porte-monnaie électronique, comme je vous ai dit, pas de mobile money généralement. Et les montants sont relativement petits également. Hein. Ici, les SMS de notification sont très, très importants. J'ai dit ça tout à l'heure. Et parce que quand tu fais un dépôt comme ça, il faut l'institution financière puisse te notifier directement que oui, j'ai reçu de l'argent de toi. Je donne un cas simple. Tu envoies de l'argent à partir d'un opérateur telco, mobile money, MTN Move ou Celtis. Et que tu veux te rassurer que l'institution financière qui est derrière, si c'est une institution financière qui est derrière, une microfinance qui est derrière, que cette microfinance t'envoie une notification pour te dire oui, l'argent que tu as envoyé à partir de ton mobile money, à partir de ton telco, moi je l'ai reçu. Donc cette notification est très très importante. Et éviter le déplacement, ça évite le déplacement du client. La transaction devra se faire directement sur le système d'information du client. Donc, quand je finis de faire ça, je veux bien qu'un temps après, on m'envoie une notification de mon relevé, mais de mon solde pour dire que oui, l'argent que j'ai envoyé a été vraiment pris en compte. C'est des éléments qui sont très importants quand on est dans l'épargne digitale. Le retrait, ça se fait généralement par le réseau d'argent de l'opérateur telco. Ça évite les grands déplacements et la transaction devait se faire directement et enregistrée sur le SI de la microfinance. Donc, en termes de critères de choix pour un canal de collecte d'épargne, deux choses, il y a les outils et il y a les canaux. J'avais dit ça tout à l'heure dans le processus de transformation digitale. Les outils de collecte les plus connus en Afrique que nous avons, c'est l'application mobile, c'est l'application mobile généralement. C'est l'USSD parce que, pourquoi l'USSD, c'est, on a quand même, nos pays africains sont quand même à 90% aujourd'hui, on a la couverture GSM, donc du coup, toutes ces populations ont au moins un petit téléphone qui peut faire de l'USSD, un feature phone qui peut faire de l'USSD. Et de plus en plus maintenant, en termes de pénétration d'Internet et de smartphones, certains pays ont quand même connu assez d'avancées. Tout le monde est à 70%, donc la plupart des téléphones peuvent prendre des applications, à moins qu'on soit vraiment dans un milieu très, 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 très rural où l'USSD est forcé. Après, il y a la technologie QR-card, hein, et les 4 QR. Les 4 QR, c'est des cartes que le gars utilise, que l'analphabète peut utiliser pour pouvoir faire ses opérations dans un réseau d'argent avec une application. Donc, on a vu le cas récemment de Wave qui est au Sénégal, Wave en Côte d'Ivoire, qui utilise beaucoup les 4 QR. Et c'est pour adresser la problématique d'analphabétisme dans les régions reculées. Les canaux de collecte les plus connus, c'est la collecte d'épargne à partir des partenariats banque mobile money, c'est-à-dire institutions financières mobile money, comprenez institutions financières mobile money. Pourquoi? Les institutions financières, elles jouent le rôle d'institutions financières dans cette collecte d'épargne et les opérateurs mobile money jouent le rôle de canal. C'est-à-dire, puisque la plupart des clients ont des wallets, ont des porte-monnaies électroniques à travers leur téléphone mobile. Donc, il y a des partenariats comme ça qui permettent de mettre en place des canaux où on utilise le réseau mobile money pour pouvoir envoyer de l'argent vers l'institution financière. Après, nous avons la collecte de l'épargne à partir des réseaux d'argent propre.
à la banque, c'est-à-dire l'institution financière même décide de créer son propre réseau. On a vu le cas d'EcoBank au Bénin, le cas d'EcoBank dans la plupart des pays où EcoBank intervient, où ils ont leur réseau Express, même si relativement, on me dira que ce n'est pas très, très développé, c'est quand même existant, c'est là. Et on peut regarder aussi le cas de microfinance, d'une microfinance Finca au Congo. Et il y a un peu de ces initiatives un peu partout en Afrique de l'Est. Il y a beaucoup de ces initiatives. Il y a Equity Bank qui a son propre réseau d'argent. Donc, les critères qu'il faut respecter pour choisir ces canaux, ces outils, c'est la proximité, c'est la flexibilité, c'est la tangibilité, parce qu'on adresse les populations rurales, donc c'est la tangibilité, il faut que ce soit tangible. C'est la proactivité, c'est la reproduction. La reproduction veut dire que la même opération doit pouvoir se répéter plusieurs fois quand j'ai choisi un canal. Et c'est la compréhension. La compréhension, c'est que le canal ou l'outil choisi doit être très, très compréhensible. Les parcours doivent être très compréhensifs. On a parlé du bank to wallet et du propre réseau d'argent. Quand je prends le bank to wallet, on va regarder un peu les chiffres du GSMA entre 2009 et 2023. Et vous allez voir avec moi que ça n'a fait que galoper. Ça n'a fait que galoper entre 2009 et 2023. En 2019, on avait 23 milliards de dollars dans le monde qui étaient envoyés des comptes mobile money vers les comptes bancaires en 2019. 5 ans plus tard, en 2023, on a 113 milliards de dollars qui sont passés du téléphone, du wallet aux institutions financières, aux banques. Et quand vous voyez ça, vous voyez le bon, il est très grand. Donc, ça veut dire que c'est un canal aujourd'hui au niveau du monde qui est assez utilisé, qui est en train de prendre vraiment place dans les transactions financières. Et j'en veux pour preuve les flux sortants dans le deuxième tableau à côté. Dans les flux sortants, vous allez voir toujours dans les rapports du GSM, vous allez voir que 22% des transactions sortantes aujourd'hui dans l'écosystème de mobile money représentent les transactions wallet to bank. Des transactions wallet to bank. Donc, les gens utilisent beaucoup ce canal pour envoyer de l'argent vers les banques et de l'épargne. Mais ils utilisent aussi également pour prendre de l'argent des banques aussi pour le mobile money. Donc, c'est pour dire quand même que c'est un canal qui est très, très prisé dans le monde entier et plus précisément encore en Afrique. Et pour revenir dans notre sous-région ici, le parcours Wallet to Bank, c'est généralement un opérateur de téléphonie mobile, et ça peut être Orange Money, ça peut être MTN Mobile Money, ça peut être Septis, ça peut être Tusco Airtel Money, vers les banques. Et donc, quand on pense qu'à le Wallet to Bank et le parcours du client, il y a deux parcours qu'on peut avoir. Il y a les parcours qui sont initiés à partir du téléphone du gars, à partir de son wallet. Et il y a des parcours qui peuvent être utilisés à partir de l'application de l'institution financière. Donc, dans ce partenariat, soit le parcours est mis et initié dans l'application du mobile money, ou bien c'est mis et utilisé dans l'application des banques. Et selon le cas, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Quand on est dans le parcours initié dans le wallet, c'est-à-dire dans le wallet mobile money du client, les avantages sont connus. C'est le parcours, c'est que les wallets du client, puisque c'est la base clientèle de mobile money est très, très grande. Les parcours sont très connus déjà des clients, parce que tous les clients connaissent les parcours mobile money des opérateurs de téléphonie mobile. C'est généralement de l'USSD ou de l'application. Mais en termes de challenge, parfois, il y a des lenteurs de notification. Il arrive qu'on fasse des transactions sur le mobile money où les notifications ne viennent pas vite, ou ça ne vient même pas du tout. Il y a le contrôle que l'institution financière a sur son partenaire mobile money, qui est quand même un contrôle assez limité. Notamment que quand le client a des problèmes, parfois, il peut se poser des challenges pour adresser le problème du client. Dans le deuxième cas, c'est que c'est fait dans le parcours, dans l'applicatif de la banque ou de l'institution financière. C'est-à-dire, je suis une institution financière, je suis une banque, je suis EcoBank. Quand je veux faire de l'épargne digitale, le parcours se passe dans mon application et à la fin du parcours, je vais chercher l'argent dans le compte mobile money du client. Donc, ça veut dire que le client a mon application
il fait le parcours dans mon application. L'avantage, ça permet d'engager le client dans l'application de la banque ou de l'institution financière. Aujourd'hui, les banques et les institutions financières, quand même, sont relativement ont une présentation faible de l'application à comparer aux opérateurs mobile money. Donc, c'est aussi un moyen d'utiliser l'épargne digitale pour forcer les gens à utiliser l'application des banques ou des institutions financières. Et ça permet d'avoir tout le contrôle sur eux et ça permet d'offrir un meilleur service client. Par contre, les challenges ici, dans ce cas, c'est que généralement, nos institutions financières, comme ce n'est pas des institutions hautement technologiques, ils ne savent pas mettre en place des stratégies de pénétration de leur application. Combien d'applications? C'est vrai que toutes les banques, toutes les institutions financières ont des applications. Mais combien sont vraiment utilisées? Est-ce que c'est vraiment connu? Est-ce que c'est vraiment utilisé de leurs propres clients? C'est le challenge que ça pourrait poser. Il y a beaucoup d'initiatives de collecte d'épargne dans la sous-région. Aujourd'hui, vous avez oublié avec MTN, Mobile Money au Bénin, ils ont lancé le Mosaya avec un taux d'intérêt de 3,6%, où le client peut utiliser son compte Mobile Money pour envoyer directement son épargne au niveau de UBA, qu'on a un taux d'intérêt de 3,6%. Il y a Momo Cash avec Bridge Bank en Côte d'Ivoire, pareil. Eux offrent jusqu'à 7% de taux d'intérêt. Il y a NCA Bank. Il y a NCA Bank qui l'a fait également avec du Mobile Money, je crois, hein, en Côte d'Ivoire toujours. Ou NCA, où tu peux envoyer ton épargne à NCA Bank à travers les opérateurs de téléphonie mobile, pardon, les opérateurs de Mobile Money, Orange et MTN. Maintenant, on va parler du deuxième cas. Le deuxième cas, on a dit qu'il y a deux canaux. Il y a le canal bank to wallet, wallet to bank, et il y a le canal réseau d'agents de la banque ou de l'institution elle-même. Ici, c'est que l'institution elle-même a son propre réseau d'agents. Et ça sert de moteur de collecte de l'épargne. Le bénéfice que ça a pour les banques et les institutions financières, ça permet d'avoir plus de contrôle sur le réseau d'agents. C'est-à-dire, moi, institution financière, j'ai mon propre réseau. Un peu comme Inspres de EcoBank, ils ont leur propre réseau d'agents dans tous les quartiers, dans toutes les rues. Donc, j'ai mon propre réseau. Et quand j'ai mon propre réseau, j'ai le contrôle sur le réseau en ce qui concerne les commissions. C'est moi qui sais les commissions que je donne quand je collecte de l'épargne digitale. C'est moi qui contrôle la liquidité, la qualité. Moi, en tant que, je dis moi, c'est moi en tant qu'institution financière, la qualité du service, le branding, tout ça, c'est sous le contrôle de la banque. La banque a complètement la main dessus. Ça permet de rendre viable la collecte de l'épargne, et ce qui n'est pas très sûr avec les OTM, parce qu'avec les OTM ont des charges, et donc après, il y a des discussions de oui, comment se partage le revenu, et à la fin, ça pourrait stopper le produit. Ça franchit des contraintes de liquidité, c'est-à-dire quand c'est l'institution financière qui contrôle son réseau, elle peut gérer ses problèmes de liquidité dans son réseau. Le bénéfice pour les clients, c'est que ça permet d'augmenter la confiance, parce que quand je dois faire de l'épargne digitale et que mon institution financière qui est EcoBank, c'est son réseau d'argent que j'utilise, je suis beaucoup plus confiant. Je sais quand il descend au quartier dans la rue, je vais dans le point express et c'est EcoBank qui a pris mon argent. A contrario, quand c'est le réseau de l'opérateur de Mobile Money, c'est-à-dire que je suis obligé de me présenter dans un coin MTN, dans un coin Airtel, Mobile Money, dans un coin Wave, pour envoyer mon argent pour envoyer mon argent à ma banque. Donc, quand c'est le propre réseau d'argent de la banque, ça donne beaucoup plus confiance aux clients. Les gains financiers pour les clients, parfois les clients même ils deviennent des acteurs, des agents chez cette institution financière. Les challenges, les difficultés, c'est les intégrations avec les plateformes des partenaires, c'est l'impact très fort sur les opérations, et ça peut avoir un impact très très fort sur les opérations. Et est-ce que les banques savent gérer les réseaux d'argent? C'est des questions de réseau, des questions de liquidité, des questions de réseau d'argent qui sont très 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 coûteux. Pour mettre en place un réseau d'argent, c'est très très coûteux, et pour gérer la liquidité, c'est très coûteux. Est-ce que les banques savent le faire comme les opérateurs de téléphone, de mobile money? Après, on a plusieurs exemples internationaux, hein. Comme j'ai dit, EcoBank l'a fait, il y a Diamond Bank qui l'a fait au Nigeria, il y a Finca qui l'a fait en RDC, ils ont tous leur propre réseau d'argent, il y a UOB en Rwanda, et ainsi de suite. Il y a Equity Bank au Kenya, ainsi de suite, ainsi de suite.
En termes d'innovation, oui, en termes d'innovation, quand on a fini ces deux canaux, oui, au niveau des institutions financières, pour collecter de l'épargne et pour collecter plus précisément tout ce qui est de dépôt, les banques, j'aime souvent partager le cas d'une banque au Sénégal, et la BDK, la banque de Dakar. Voilà une petite banque qui est venue et récemment dans le secteur bancaire sénégalais, et où il y a beaucoup de banques. Et donc, eux, ils ont fait l'option dans leur stratégie de tout digitaliser, surtout sur la collecte de l'épargne, sur la collecte de façon générale. Sur la collecte de façon générale, cette banque a choisi de faire l'option de mettre la digitalisation au cœur de sa stratégie, au lieu de venir commencer par implémenter les agences partout dans toutes les villes du Sénégal et de faire la banque de façon traditionnelle comme le faisaient les autres sur la collecte. Cette banque a décidé de dire non, nous faisons de la collecte, mais en utilisant le digital. Ça fait qu'ils ont développé beaucoup d'outils. Ils ont développé les smart checks qui sont des systèmes déployés chez les clients de BDK qui permettent de participer et de façon plus directe et active au processus de télécompensation. Donc, c'est le smart check. Ils permettent également d'avoir en temps réel un retour sur la télécompensation. Donc, c'est des smart checks, tu déposes le chèque est enregistré directement et la compensation se fait et l'argent est positionné sur le compte. Ils ont développé encore des outils comme Educalyptus, des smart coffres. Voilà encore quelque chose que j'ai trouvé de très intéressant chez eux sur l'épargne. Et bien sur la collecte pardon, sur la collecte. Vous voyez, et dans l'économie sénégalaise, il y a des gros qui mobilisent beaucoup de collecte, beaucoup de cash en fin de journée. Ce qu'ils ont fait, au lieu que les clients se déplacent pour venir vers la banque pour venir déposer tout ce qu'ils ont collecté comme cash sur les comptes, non. Ils sont allés sur l'option de coffre qu'ils appellent Smart Coffre. C'est un coffre avec des décompteurs de billets et des tablettes. C'est un dispositif qui contient une tablette, un décompteur de billets et le coffre en bas. Et donc, quand en fin de journée, la personne a collecté tout le cash sur son business, BDK a déployé ces smart coffres-là chez ces gros-là. Et donc, tout ce cash qui est collecté, ils vont directement sur ces smart coffres, ils déposent l'argent sur le décompteur de billets, qui décompte tous les recettes du jour, qui les dépose dans le coffre en bas. Ce coffre est scellé, fermé chez eux, chez le client. Donc, ça descend tout le cash qui est collecté dans la journée dans le coffre. Et l'écriture est passée systématiquement sur le compte du client à la banque. Donc, c'est comme si, sans bouger, le gars peut envoyer toute sa collecte du jour dans un coffre fort et l'écriture passe directement sur son compte. Et ce que BDK fait, BDK s'occupe en fin de journée de la logistique pour venir, et de la logistique pour venir collecter cette épargne-là. Donc, souvent, ces smart coffres sont associés au service de collecte de la banque. Ça fait qu'à la fin, c'est un service 360 degrés qui est vendu au client pour que le client ne bouge pas avant d'envoyer sa collecte du jour à la banque. Donc, ça permet de mobiliser beaucoup de cash. Et après, il y a le cash collection, le service de ramassage classique qu'on connaît. Donc, voilà, en gros, deux choses pour me résumer. Et quand on veut utiliser le digital dans un processus de collecte d'épargne, il peut concerner la transformation des processus, la transformation du produit en lui-même ou la transformation des canaux. Généralement, les outils qui sont utilisés, c'est les applications, l'USSD ou les 4QR. Les canaux qui sont utilisés, généralement, c'est le bank to wallet, pardon, le wallet to bank, ou bien avoir son propre réseau d'argent. Donc après, l'institution a le choix d'utiliser le partenariat wallet to bank, ou bien d'utiliser de créer son propre réseau d'argent, de gérer sa propre liquidité, de gérer ses commissions à travers son réseau d'argent pour pouvoir mobiliser de l'épargne. Donc, en termes de recommandations qu'on fait à toutes ces institutions aujourd'hui, c'est d'entrer en partenariat avec les fintechs parce que généralement, nos institutions financières en Afrique sont quand même un peu en retard sur la technologie. La technologie, ce n'est pas trop leur dada, ce n'est pas trop leur domaine d'expertise. Donc,
puisque la nouvelle loi bancaire permet désormais, en tout cas dans le mois, de reconnaître les fintechs comme des acteurs à part entière, on recommande beaucoup les partenariats entre les fintechs et et les, les comment on appelle, et les institutions financières. Également, on recommande à toutes ces institutions d'avoir une stratégie claire de digital et d'expérience client au cœur de leur stratégie. Et quand je parle de digital et une stratégie de digital et d'expérience client, c'est y compris dans l'éducation financière. Parce que tout ce que j'ai dit, et j'ai parlé de la formation personnelle et tous ces éléments, il y a également, quand on parle de digital et d'expérience client dans le secteur de la finance digitale, il faut ajouter l'éducation financière des populations. Il faut que tout ça soit au cœur de la stratégie des banques, digitales, l'expérience client et l'éducation financière. Mettre la technologie au service de l'expérience client et pour en faire face à la concurrence. Parce qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui, c'est qu'avec dans le mois, par exemple, avec la nouvelle loi bancaire qui a commencé depuis le 1er janvier 2024, je crois, les fintechs sont reconnus et donc on va avoir beaucoup d'autres acteurs que nos institutions financières classiques qui vont venir faire des partenariats, commencer par offrir des services de dernière génération, des services de type et digital et pour pouvoir offrir l'épargne et le crédit. Et là, ça va créer une concurrence pratiquement ingérable pour les banques traditionnelles. Donc, c'est ce que je voulais faire en termes de recommandations et dire que je suis à la fin de ma présentation. Maxime, je peux te retourner la parole. Merci Virgile pour cette très belle présentation. Je crois qu'on a appris énormément de choses. Je voudrais rappeler à l'attention des participants qu'ils ont la possibilité d'interagir avec nous. Et vous avez la possibilité de poser vos questions en direct. Il suffit juste de m'écrire et je vous donnerai la parole. Mais sinon, en attendant que nous puissions recevoir des questions des participants, peut-être qu'il y a un aspect dans cette présentation que j'aimerais bien mettre en lumière, c'est l'adaptation aux réalités culturelles. Et par rapport à cela, je voudrais partager avec Virgile une réaction d'un d'un dirigeant, d'un opérateur de mobile money actif au Niger. Et donc, en marge d'un sommet des telcos à Cape Town, il disait justement dans une interview que au Niger, il y a par exemple un frein à l'adoption de façon globale des services de mobile money et donc par ricochet, ça aurait aussi un impact sur la mobilisation de l'épargne. Et ce frein, c'est le facteur religieux. C'est-à-dire que la, la loi islamique prohibe la perception d'intérêt, donc on pourrait élargir aux commissions. On sait que l'activité de mobile money repose sur une perception de commission et donc l'épargne ne va pas y échapper. Donc par rapport à cette réalité culturelle, j'aimerais bien, Virgile, que tu puisses réagir par rapport à cela. Toi qui es intervenu sur plusieurs marchés dans l'UMOA, quel est le poids de ce genre de réalité? Bon, là, ça, c'est le facteur religieux. Il n'y a pas que le religieux. Mais quel est le poids des facteurs culturels sur l'adoption déjà du mobile money et plus particulièrement maintenant dans le cas de la collecte de l'épargne par des canaux digitaux? Oui, effectivement, il y a des facteurs culturels qui pourraient jouer contre et l'adoption digitale dans, dans la collecte de l'épargne, mais également, ces mêmes facteurs, sur un autre segment, pourrait jouer pour. Je reviens sur le facteur religieux. Effectivement, quand tu veux faire de la mobilisation quand on veut faire de la mobilisation de l'épargne à travers le digital, on doit faire très attention à ce qui est facteur religieux dans l'environnement dans lequel on intervient. Et moi, je me rappelle que dans certains pays comme le Ghana, qui n'était même pas un pays si religieux que ça, qui est un pays laïque, dans leur loi, dans leur réglementation, ils ont prévu la question pour dire, et quand le client est un client religieux qui renonce à la perception d'intérêt sur son épargne, ce qu'ils ont fait là-bas, ils ont permis que cet intérêt, l'argent issu de cet intérêt, soit reversé
et dans les œuvres caritatives, que ça soit reversé dans les actes d'intérêt public. Au Sénégal, par exemple, dans la communication sur l'épargne et digitale, on a été obligé avec Cofina de dire dans la communication de façon très claire que pour, et même de mettre dans les CG, que pour les couches fortement religieuses, et ils peuvent renoncer au taux d'intérêt. Parce que c'est un frein. Hein. Comme tu le dis, c'est un frein quand tu ne fais pas une attention à la communication qu'on porte vers ces groupes sociaux et le produit est tout de suite rejeté. Donc, il faut que dans la communication, ce soit clair pour dire que pour ceux qui veulent renoncer au taux d'intérêt du fait de l'épargne digitale, cet intérêt peut être rétribué par les réseaux caritatifs, les réseaux de fondation et tout. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Maxime. OK. Merci, Virgile. Je voudrais donner la parole à Monsieur Papa Tété Diadiou. Voilà, je crois qu'il a une question et je vais lui laisser la parole. À moins qu'il ne veuille que je lise la question. Papa Ben, Tété, je vous laisse la ben, parole. ça dépend de vous, Maxime. Heureux de vous retrouver. Heureux de retrouver Panelich. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, parfaitement. Voilà, je fais qu'il se souvient bien de moi, mais bon. Heureux de le retrouver. Alors, ma question, c'est relativement au mobile money. Aujourd'hui, on sait que on garde, bon, certains gardent pas beaucoup, mais gardent quand même de l'argent dans le portefeuille électronique. Ma question est de savoir, est-ce que on peut la considérer comme de l'épargne, soit du point de vue comptable ou juridique? Est-ce que vraiment le SFT qui est en relation avec une banque dans le cadre de banque toilette ou to bank, est-ce que c'est quelque chose qui peut considérer comme étant de l'épargne? Et puis, une deuxième question sur ça, est-ce que si c'est vraiment de l'épargne, quel risque que courent vraiment les institutions financières? Et si vraiment il y a un risque par rapport à ça aussi. Voilà, merci. Voici les questions à attendre. Merci, Papa Tété Diadiou. Donc, je laisse la parole à Virgile pour répondre à cette question. Merci beaucoup, Maxime. L'argent qui est cotisé, qui est laissé dans les comptes de mobile money, tout dépend de la perception du client, mais je parlerai beaucoup plus du cadre réglementaire. Quand les banques centrales parlent d'épargne, c'est qu'elles font notion à la rémunération d'intérêt. Elles font recours au taux d'intérêt. C'est-à-dire pour la banque, dans la réglementation, quand on parle d'épargne, c'est qu'il y a un intérêt qui est reversé. Et quand on regarde la chose sur ce plan réglementaire, l'argent qui est cotisé dans les comptes de mobile money, à moins qu'il y ait une réglementation d'un pays spécifique qui le permette, ce n'est pas de l'épargne. Souvent, suivant la réglementation bancaire. Mais pour le client parfois, et puis moi je l'ai déjà vu dans mes pratiquement 15 ans de carrière dans le mobile money, je l'ai déjà assez vu, le client utilise parfois son compte mobile money pour se faire de l'épargne, pas sur le plan réglementaire, mais sur le plan, à titre personnel, pour se faire de l'épargne, le client ne s'attend pas à un taux d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt qui est reversé sur le mobile money. Parce que en Afrique, et les banques, la banque centrale a quand même bien fait de dissocier le mobile money émetteur de monnaie, l'acteur mobile money émetteur de monnaie électronique des acteurs bancaires ou des acteurs bancaires qui, eux, font de l'épargne et du crédit. Et quand on parle d'épargne et de crédit, on fait recours à l'intérêt. Un émetteur de monnaie électronique en Afrique, je n'en connais pas beaucoup, et qui peut faire de l'épargne et du crédit. Généralement, l'émetteur de monnaie électronique, il fait de la distribution de monnaie électronique, puis et c'est la création de la distribution de monnaie électronique avec, des dépôts de garantie en contrepartie. Donc, cet argent qui est cotisé par les usagers dans le mobile money, c'est de l'épargne à titre personnel, sans taux d'intérêt. Je rappelle bien, sans taux d'intérêt généralement. Généralement, dans nos sous-régions, sans taux d'intérêt. Effectivement, ça peut être un manque à gagner pour les institutions financières parce que tout cet argent aurait pu être au niveau des institutions financières qu'on prend pour redynamiser l'économie. Mais ici, c'est juste que le gars, à côté de l'argent de son compte, et parfois même, ils ne veulent même pas qu'on touche à cet argent-là.
ne veulent même pas qu'on les appelle. Moi, je me rappelle, on avait trouvé effectivement qu'il y avait beaucoup de comptes qui ne gardaient que de l'argent, qui avaient beaucoup d'argent dans le compte, mais qui n'étaient pas utilisés. On avait fait une campagne d'appel pour pouvoir comprendre ce qui se passait. Mais les gars ont dit, mais pourquoi vous nous appelez? On a mis cet argent de côté parce que c'est notre épargne et on voulait avoir accès à tout moment. Donc, pour les banques, pour revenir à la question de liquidité, effectivement, cet argent peut être un manque à gagner parce qu'il aurait pu être déployé dans les banques, retourner dans l'économie, pour tourner l'économie en termes de crédit. Malheureusement, ça reste au niveau du compte mobile money et c'est sans intérêt. Donc, pour les banques, en termes de risque, c'est un manque à gagner. Mais sur le plan réglementaire, il n'y a pas de souci parce qu'il n'y a pas d'intérêt quand ce client cotise de l'argent dans son compte mobile money. À moins qu'il y ait un partenariat entre la banque et cet opérateur de téléphone mobile pour pouvoir rémunérer l'épargne qui est collectée dans les comptes mobile money. Merci. Merci Virgile. Je ne sais pas si Papa Tété souhaite rebondir sur ça. Sinon, je voudrais donner la parole à Juste, Marius. si vous le permettez, juste sur la dernière partie, il parle de la collaboration entre les institutions et les MAE, par exemple. Le cas de Baobab aujourd'hui, est-ce que dans ce sens, c'est de l'épargne? Baobab et Orange Money au Sénégal. Oui, ça c'est de l'épargne. Baobab et Orange Money au Sénégal, c'est de l'épargne. Puisque l'argent est rémunéré. C'est pareil pour Free Money et Cofina au Sénégal. D'accord. Merci beaucoup. Merci des réponses. Merci. Maxime? Mon micro est fermé, excusez-moi. Donc là, maintenant, je vais donner la parole à Toussaint Marius Gouem. Voilà, j'essaie. Là, je crois qu'il y a deux Marius. Voilà. Sinon, peut-être, en attendant que je puisse activer le micro de Toussaint Marius Gouem, déjà, à l'attention de nos chers participants, lorsque nous vous donnerons la parole, nous allons vous prier de bien vouloir vous présenter. Je m'excuse par rapport à Papa Tété, il est au Crédit Mutuel du Sénégal. Donc, vous allez vous présenter vos noms, prénoms, là où vous travaillez, et nous vous donnons et là, vous pourrez ensuite poser votre question. Une question à l'endroit de Virgile, avant que je ne donne la parole à Toussaint Marius Gouem. Aujourd'hui, comment le digital peut aider à élargir l'accès à l'épargne dans les zones rurales où les banques sont peu présentes? Je pense que c'est très bien de cette question. Et tout à l'heure, quand je me parlais des avantages digital dans la mobilisation de l'épargne, j'ai parlé de l'expansion de la portée. J'ai parlé de l'expansion de la portée et c'est effectivement le cas. Une banque ou une institution financière qui n'est pas dans une zone, aujourd'hui peut, à travers le partenariat Bank-to-Wallet Bank, permettre à tous ces usagers qui sont dans les milieux ruraux, dans les milieux reculés, d'utiliser et qui utilisent naturellement le mobile money, parce que le mobile money, c'est un service qui est également utilisé tant en ville que dans nos milieux ruraux. Les clients qui sont dans ces milieux ruraux peuvent, à travers le partenariat Bank-to-Wallet Bank, faire des transactions entre leur opérateur de téléphonie mobile et leur institution financière. Je donne un exemple. Il y a 7 ans en arrière, nous, on a travaillé avec une microfinance de la place ici, qu'on appelle Alidé et l'UNCDF, où on a mis le premier partenariat microfinance mobile money en place. Et je me rappelle, à l'époque, ça permettait à tous les clients de la microfinance Alidé qui sont dans les milieux reculés, qui sont dans les milieux dans les villages lacus, d'utiliser leur microfinance qui n'a pas d'agence dans ces zones-là à travers le mobile money. Donc, ils pouvaient faire des souscriptions de prêts, ils pouvaient faire des décaissements de prêts, ils pouvaient faire de l'épargne en utilisant le canal Bank-to-Wallet Bank qu'on a mis en place avec la microfinance Alidé. Et c'est le cas. Et vous allez voir, aujourd'hui, c'est surtout la microfinance, parce qu'on parle de milieu rural, c'est surtout les microfinances et parfois même les banques
chez les cotonculteurs au Bénin, à Karimama ou à Segnana. Et tous ces gens-là peuvent faire des opérations avec leur banque qui n'a pourtant pas d'agence dans ces milieux-là à travers le partenariat et banque wallet to banque, ou ils peuvent envoyer à partir de leur mobile money de l'argent dans leur compte bancaire, ou ils peuvent prendre de l'argent de leur compte bancaire via leur mobile money et retirer dans le réseau d'argent. Merci. Merci Virgile. Je viens d'activer le micro de Toussaint Marius Gouem, donc je lui laisse la parole pour poser sa question. Merci de vous présenter, Toussaint, avant de vous poser votre question, s'il vous plaît. Merci Maxime, merci, bonjour à tous, bonjour à Virgile, bonjour à papa également qui est mon promotionnaire d'études au DFI sur le Leading Digital Market. Il a été l'étudiant de la semaine, je profite de le féliciter. Et ma question c'est de savoir est-ce que le fait que certaines institutions limitent et donnent un montant minimum pour pouvoir faire un dépôt dans les banques, est-ce que ce facteur-là n'est pas aussi un facteur limitant et par rapport à la collecte de l'épargne par voie digitale? C'est ça ma question. Ok, pour te répondre, si je comprends bien ta question, c'est que parfois on limite les montants. Oui, tout dépend de la discussion dans le partenariat. Déjà, le mobile money lui-même, quand je viens à l'opérateur de téléphonie mobile lui-même, pour gérer les risques dans les transactions, puisqu'on passe parfois des couches vulnérables, on a mis des limitations sur le risque en fonction des KYC. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu as un KYC qui n'est pas complet, tu ne peux pas faire des transactions de plus de 200 000. Il y a même certains opérateurs qui vont même jusqu'à limiter à 20 000 parce que le gars n'a pas son KYC au complet, il n'a pas sa carte d'identité, il n'a pas toutes ces informations de KYC. Après, quand tu as ton KYC qui est au complet, généralement dans le mois, on te dit oui, tu peux faire des transactions, tu peux charger ton compte jusqu'à hauteur de 2 millions. Et nous, les acteurs de mobile money, on limite une transaction à 500 000, toujours pour contrôler, pour pouvoir protéger le client. Donc, le fait de limiter, c'est aussi parfois pour protéger le client qui est en milieu rural, qui n'est pas très alphabétisé digitalement. On parle d'alphabétisation numérique, qui n'est pas très alphabétisé digitalement. On est obligé, pour limiter ce risque, de limiter les montants qu'ils peuvent faire dans une transaction. En revanche, effectivement, ça peut constituer un facteur de blocage quand on est sur de gros sous. Mais il y a combien d'acteurs au Bénin qui vont envoyer plus de 500 000 par jour à travers leur compte pour aller vers la banque? L'autre chose qui est très importante, c'est la lutte contre le blanchiment d'argent. Et quand on est sur du digital, il faut avoir un vrai dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent. Et donc, du coup, il faut faire beaucoup attention à faire en sorte de protéger le client à travers le blanchiment d'argent pour que ce ne soit pas de l'argent blanchi qui entre dans l'écosystème de la banque. On n'est pas en présentiel pour pouvoir contrôler les sources of funds, la loi sur le blanchiment d'argent. Mais quand on est dans le digital, on coste beaucoup plus en mettant ce dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent pour pouvoir protéger le client. Et c'est ça qui amène parfois à limiter les montants que le client peut faire. Merci. Merci, merci Virgile. Là maintenant, j'aimerais donner la parole à Monsieur Pascal Kounou, qui a levé la main, qui souhaite poser une question. Pascal Kounou, vous avez la parole, s'il vous plaît. Pascal Kounou, je crois que j'ai activé votre micro. Allô, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Ah, ok, Veuillez vraiment. vous présenter, s'il vous plaît, et poser votre question. Merci bien, Pascal Kounou du Fonds national de la microfinance au Bénin. Merci Maxime pour cette modération et merci vraiment Virgile pour la présentation et qui est suffisamment claire et très instructive et que nous encourageons ce genre de présentation pour notre espace. Comme Virgile l'a recommandé dans
à la fin de sa présentation, d'aller en partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile ou de réseau mobile. Nous savons bien évidemment que ces opérateurs de téléphonie mobile ou de réseau mobile ont l'avantage de la technologie et donc il est bien indiqué qu'on puisse aller dans ce partenariat. Mais je voulais demander à Virgile, par rapport à votre expérience, par rapport à votre connaissance, est-ce vous avez connu des résistances en matière de partenariat entre les institutions financières et les OPTN? Et si oui, c'est de quelle nature? Est-ce qu'en cette matière précisément, il y a eu des problèmes par rapport au revenue sharing? Et sinon, quel est en fait le mécanisme de revenue sharing? Merci. OK. Est-ce qu'on a rencontré des challenges? Donne-moi 2 secondes pour répondre rapidement à cette question. Juste 2 secondes pour répondre à la question. Est-ce qu'il y a eu des challenges? Oui. Il y a eu des challenges. Et tout dépend de la maturité des acteurs dans le secteur de la finance digitale. Tout dépend de la maturité. Quand on a commencé, je me rappelle de façon historique, quand on avait commencé le mobile money en Afrique, et plus précisément dans le MOA, les résistances étaient très fortes. Parce qu'à l'époque, souvenez-vous, les banques et les institutions financières, de façon générale, voyaient les acteurs du mobile money comme des challengers, comme des concurrents, comme des freins au développement de leur activité. Moi, je me rappelle les premières discussions que nous avons eues avec les institutions de la place au Bénin et plus tard dans les autres pays. C'était des discussions très houleuses. Oui, la sécurité, voilà comment ça commence. Dès que vous commencez par discuter du partenariat, non, la sécurité, vos plateformes ne sont pas sécurisées. Vos plateformes ne sont pas stables. Non, nous n'en voulons pas. Et il a fallu, dans tous ces échanges, montrer l'intérêt pour la banque. Jusqu'à ce que les premières banques se décident. Et c'est là où le truc était devenu plus gérable. Dès que les premières banques ont décidé, je me rappelle, au Bénin, par exemple, c'était NCA Bank qui était la première banque à se décider. À l'époque, c'était Diamond Bank, une banque anglophone, puisque eux, ils avaient déjà vu le cas de NPSA au Kenya. Donc, dès que les premières banques se sont décidées, il y avait, je disais, NCA Bank et UBA. On a avancé avec eux. Quand nous sommes venus présenter 6 mois, 1 an à 1 an plus tard, l'impact que ça a eu, l'impact positif que ça a eu pour ces banques, toutes les autres banques ont décidé de rentrer dans la danse. C'est comme ça que EcoBank était notre banque partenaire numéro 1 à l'époque, est rentrée dans la danse, et plus tard les autres banques sont venues. Donc c'est une question de maturité et dans le parcours de la finance digitale. L'autre difficulté que nous avons connue, aujourd'hui, bon, cette difficulté sont levées par rapport à ce partenariat, cette difficulté sont levées. L'autre difficulté qu'on a connue un peu plus tard, c'est le revenu sharing. Où tout le monde voulait se jouer les Django, les gros. Personne ne voulait lâcher. L'opérateur de téléphone mobile dit oui, moi je vous amène une base de clientèle que vous n'avez pas, moi je vous amène du cash que vous n'avez pas, vous devez me rémunérer. La banque dit non, vous n'avez pas le droit de faire de l'épargne, vous n'avez pas le droit de faire de la collecte. Moi, mes opérations, je les fais gratuitement parce que je ne vous rémunère pas. Voilà les questions généralement qui sont soulevées. Après, l'autre va te dire non, moi, ma plateforme est sécurisée, je ne veux pas que tu aies accès directement à ta plateforme. L'autre va dire non, oui, il faut que j'ai accès à ta plateforme pour que l'expérience que j'offre aux clients soit plus simple et plus limpide. Toute cette discussion, c'est du business. Donc, c'est à travers l'explication de l'intérêt qu'on apporte pour le client, la première chose, parce qu'il faut être très customer-centrique, il faut montrer quel intérêt ça apporte pour le client. Le client a besoin de faire des opérations, le client n'a plus envie d'aller faire les rangs à la banque, le client a besoin d'envoyer son épargne sans se fatiguer. Quand on met tous ces intérêts, l'intérêt du client sur la table et qu'on montre aux deux parties, ça améliore un peu les approches dans la discussion. La deuxième chose, c'est l'intérêt on n'est pas des philanthropes, pour les deux acteurs. Si nous faisons ci à travers un business case, il faut poser clair.
Si on fait cette opération, ce partenariat, voilà en un an ce que ça pourrait, le nombre de clients que ça pourrait t'apporter toi, l'institution financière. Voilà le montant qu'on peut mobiliser. Voilà les intérêts qui seront, les intérêts qui seront perçus dessus. Et voilà comment nous partageons en fonction de qui supporte quoi. Parce qu'au départ, les banques ne voulaient rien supporter de la technologie. Elles voulaient juste protéger les plateformes. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Il y a des banques même qui souhaitent même que toute la technologie soit drivée par elles et non pas l'opérateur de téléphone mobile. Et je vous donne le cas, par exemple, au Sénégal, de CBAO. Vous allez voir, pour mes amis sénégalais qui sont dedans, CBAO a même imposé que ce soit son application qui soit utilisée. Et je le disais plus tôt dans la présentation pour dire que quand vous voulez faire du banque to wallet, parfois, le parcours peut être fait dans l'application de l'institution financière ou dans l'application de l'opérateur de téléphone mobile. Au Sénégal, CBAO a exigé que ce soit dans son application. Les API qui sont utilisés, comment c'est protégé, tout, c'est dans la documentation du projet, c'est dans l'architecture qu'on veut mettre en place, c'est dans la gestion des risques qu'on veut mettre en place. Donc, quand tout ça est mis au clair, je pense quand même que ça conforte les banques dans ces partenariats-là. Donc, tout est question de pédagogie, de gestion de risques associés, d'architecture à vouloir mettre en place et de sécurité de données. Merci beaucoup. Merci, Virgile. OK. Oui, Pascal. Merci beaucoup. Ouais. Précisément en matière de revenu sharing, quel était le mécanisme qui est mis en place et qui a eu son succès? Ça dépend de ce qui est apporté par chacun. Pour les microfinances, moi, je me rappelle que ce qu'on a fait avec la microfinance, et on avait fait généralement, les opérateurs de téléphonie mobile, en fonction de la direction qu'on prend, pour mobiliser par exemple de l'épargne. Quand on est sur de l'épargne pure, et comme on a dit, les commissions doivent être très moindres pour le client. Sinon, pratiquement gratuit pour le client. Après, les coûts qui sont associés à ça, on a regardé par exemple avec Alidé, c'est nous qui avons supporté toute la technologie et tout. Donc, les commissions qui sortaient de là, je pensais qu'on prenait 70% et de la microfinance peut-être 30%. Mais quand c'est avec une banque qui est beaucoup plus robuste, qui a des plateformes beaucoup plus robustes, en fonction de son apport dans la mise en place de la technologie, en fonction de son apport du côté réglementaire, et en fonction du fait que quand on déduit toutes les charges associées à l'opération, le revenu share peut se faire sur les 50-50. Mais pour les microfinances, je te rappelle que parfois c'est moins. Et parfois même, il y a même des intermédiaires. Aujourd'hui, il y a des fintechs qui sont des intermédiaires, qui font de l'agrégation des API pour les microfinances. Donc, quand elles interviennent, elles aussi, elles doivent prendre leur part. Merci bien. Merci. Nous avons prévu un webinaire sur une durée maximale de 1h15. Donc voilà, je crois qu'il nous reste à peine 7 minutes. Et donc, j'ai encore quelques questions. Quelques questions en attente, par exemple celle de Adin Ispero, à qui je vais donner la parole. Et puis, juste après, je donnerai la parole à Madame Pélagie Tameillon pour poser sa question et nous allons clôturer ce webinaire. Donc, la parole est à Spéro Adin. Je vous prie de bien vouloir vous présenter et poser votre question. Merci. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour Spéro. Moi, je suis Spéro Adin, chef service marketing à la CMB, qui est une institution de microfinance. Et je gère aussi la mobilisation de ressources. Alors, actuellement, nous savons que la digitalisation est une question d'actualité et les institutions de microfinance n'ont pas le choix autre que d'aller vers la digitalisation pour mobiliser les ressources. Et moi, ma principale question concerne la perception et que nous avions aujourd'hui des OTM qui, parfois, aujourd'hui, je prends MTN ici au Bénin, offre un produit d'épargne rémunéré. Ils appellent ça souvent Momo Saya, je crois. Et lorsque le client souscrit à ce produit, il a la possibilité de bénéficier des intérêts. Alors que la mobilisation de ressources et la rémunération de l'épargne relèvent en principe du champ d'action des institutions de microfinance que nous sommes. Et l'OTM, avec toute sa technologie et toute sa base de données, si elle arrive à également aller sur ce terrain, est-ce que cela ne constitue pas pour les institutions de microfinance une grande menace? Si oui, comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir contenir cette menace-là?
Telle est ma question. Merci beaucoup. Merci Spiro. Merci Virgile, beaucoup. tu as la parole. Merci. Merci beaucoup, cher ami. Et C'est Spiro Adin. Pedro Adeng, Oui, Spiro Adin. vous voyez, je vais dire deux choses. Quand vous voyez des campagnes de communication un peu comme ça à la Moussaya, oui, 6,5% et 3,5% que MTN offre, c'est de la communication. Le régulateur a tout prévu. Et si vous avez fait attention, si vous étiez au début de la présentation, vous allez voir que Momo Saya est fait avec UBA Bank. Et le régulateur a tellement bien prévu les choses que chaque acteur joue son rôle, même dans la nouvelle loi bancaire qui reconnaît les fintechs comme des acteurs à part entière. Le régulateur a pris soin de mettre chacun dans son rôle. Les institutions financières vont faire de l'épargne et du crédit. Les OTM, les opérateurs de mobile money vont offrir la plateforme d'émission et de distribution de monnaie électronique. Les fintechs, en fonction de leur statut reconnu désormais par la nouvelle loi bancaire, vont pouvoir accompagner ou soit les OTM, ou soit les banques ou les autres acteurs financiers et pour pouvoir mettre des partenariats en place. Et donc, quand je reviens sur le cas de Moussa est fait avec l'oublié, un opérateur de téléphone mobile, en tout cas pour tous les régulateurs pratiquement que j'ai vus en Afrique, ne peut pas faire de l'épargne du crédit. Et ça, les banques centrales sont unanimes dessus en Afrique. À moins que demain la loi évolue et qu'on permette, par contre, un OTM ou bien un émetteur de monnaie électronique ou bien un mobile money, opérateur mobile money, peut avoir le statut de banque. Je vous donne le cas de Orange. Orange demain va faire une communication sur Orange Money, mais n'oubliez pas que Orange Money, Orange en son sein, ils ont Orange Money et ils ont Orange Bank. Donc demain, ils peuvent sortir un produit purement Orange Money et les banques vont dire non, elles sont en train de rentrer dans, que cet opérateur est en train de rentrer dans un champ d'application qui n'est pas le sien. Tant que vous n'avez pas le statut de banque, vous êtes obligé de faire un partenariat avec une banque ou une institution financière pour pouvoir offrir de l'épargne et du crédit. Momo Saya, c'est fait avec une billet. Momo Cash, en Côte d'Ivoire, est fait avec Bridge Bank Microfinance. Donc, c'est dans la communication que ces opérateurs de téléphone mobile, puisque aujourd'hui ils sont en position de force, ils ont beaucoup de clients, et que les banques même ne veulent pas investir dans ces partenariats en termes de communication. C'est pour ça que quand l'opérateur de téléphone mobile met tout son argent dans la communication, elle se taille la bonne partie de visibilité dans la communication. Ce qui est d'ailleurs même interdit par les banques. Ce qui est même interdit par la Banque centrale. La Banque centrale met toujours, quand vous offrez un produit d'épargne, regardez très bien, c'est toujours par bail. Une institution financière. Merci. Merci Virgile. Peut-être juste avant de donner la parole à Madame Tameyon, je voudrais peut-être préciser quelque chose à l'attention de nos chers participants. Souvent, Virgile a fait référence à une nouvelle loi bancaire, voilà, qui reconnaît aujourd'hui les fintechs qui ont la possibilité d'avoir leur propre agrément. Bon, étant ancien banquier, c'était important que je clarifie l'élément de langage. En fait, c'est une instruction banque centrale. C'est une instruction de, je crois que c'est pour ça que Virgile l'appelle loi bancaire. C'est une instruction banque centrale relative aux services de paiement. Et donc, c'est l'instruction 00101-2024. Donc, elle est très récente. Donc, pourquoi je tiens à clarifier cela? Il y a beaucoup de banquiers. Et souvent, quand on parle de loi bancaire, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre. C'est-à-dire, c'est vraiment un cadre général, voilà, de conduite de l'activité bancaire. Donc, c'est une loi fondamentale. Et donc, dans la hiérarchie des textes bancaires, la loi bancaire est un peu comme la Constitution. Et après, voilà, on a un certain nombre de décrets, on a ensuite des règlements, on a des instructions pour arriver maintenant aux instructions, aux circulaires. Donc, j'ai voulu quand même préciser cela, sinon il y a beaucoup de banquiers. Donc, ils vont se dire, est-ce qu'il y a une nouvelle loi bancaire qui est entrée en vigueur en janvier? Je crois que Vigile faisait plus référence à l'instruction 01001 relative aux services de paiement. Et cette instruction, elle date de janvier 2024. Elle est récente par la dernière loi bancaire. Elle date datée de 2-3 ans. Voilà. Mais elle entre bientôt en vigueur, si elle n'est pas déjà entrée en vigueur. Merci. Donc maintenant, je voudrais laisser la parole à Madame
Pélagie Tameillon. Madame Tameillon, vous avez la parole, s'il vous plaît. Et après vous, après la réponse de Virginie, nous allons clôturer ce webinaire. Merci. Merci à Maxime. Merci également à Vigile pour la qualité de la communication. Moi, je suis agent dans une banque de la place au Bénin. Ma préoccupation est celle-ci. Quand nous voyons un peu nos communautés, il y a une forte proportion de personnes qui ne sont pas allées à l'école et qui ont du mal à manipuler les différents codes et autres, notamment quand il faut faire les codes USSD, c'est souvent très compliqué pour elles. Alors, ma question est de savoir, dans le cadre de la digitalisation, qu'est-ce qui est prévu pour cette forte communauté, enfin, cette forte proportion de nos communautés pour leur faciliter un peu l'accès à cette technologie, surtout dans le cadre de l'épargne digitale. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Madame Pélagie Tameillon. Je vais profiter même de cette question pour aborder un aspect qu'on n'a pas beaucoup abordé, deux aspects qu'on n'a pas beaucoup abordés dans la discussion. Donc, je vais profiter, merci de votre question pour pouvoir les aborder. Le premier aspect, c'est le partenariat public-privé. Vous savez, en termes, qu'est-ce qu'on attend de nos aux autorités publiques? Aujourd'hui, un grand focus doit être mis sur tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est accès à Internet. Et quand vous voyez les pays, tous les pays sont en train de faire les efforts dans ce sens. Aujourd'hui, la fibre optique est en train d'être tirée à travers le Bénin, de gauche à droite, pour que toutes les communes soient connectées avec tout ce qu'on est en train de faire dans le digital au niveau du service public. Ça, c'est un premier élément. Améliorer les taux de couverture, accès à Internet, les devices, c'est-à-dire les téléphones, ordinateurs, tous ces outils qui doivent permettre et les rendre beaucoup plus accessibles. La deuxième chose, c'est l'éducation financière. On n'a pas beaucoup parlé de ça aujourd'hui, malheureusement. Et quand on parle de digital, il y a deux notions qui viennent, l'éducation financière et l'éducation numérique. L'éducation financière, ça a trait à tout ce qu'il y a par rapport à la finance qu'on doit apprendre et à nos usagers, surtout en milieu rural. Je sais qu'il y a des acteurs sur la place qui s'occupent de ça, mais tous les acteurs doivent beaucoup investir dans l'éducation financière des populations. Il y va de l'intérêt de ces acteurs-là. Et la deuxième chose, c'est l'éducation numérique. L'éducation numérique pour montrer aux gens, est-ce que c'est parce que je ne parle pas français? Est-ce que c'est parce que je ne sais pas écrire que je ne vais pas pouvoir utiliser Internet? Non. WhatsApp nous a montré le contraire. Aujourd'hui, il y a WhatsApp Audio qui est très, très utilisé. Il y a beaucoup de techniques. Et c'est là où l'avantage de la technologie et du digital. Tu peux donner à ces clients, à cette couche vulnérable, analphabète, des outils, des techniques que tu n'aurais pas pu leur donner à travers l'USSD. Donc, aujourd'hui, il y a des applications qui sont faites pour analphabètes. Et mieux, j'ai parlé de la 4 QR. Quand Wave était venu au Sénégal, les Sénégalais qui sont là peuvent le prouver, les Ivoiriens peuvent le prouver. Quand Wave était venu au Sénégal et en Côte d'Ivoire, tout le monde criait que ça ne marcherait pas. Parce que c'est une plateforme qui est à 90% sur le digital. Application 4 QR. Mais ils nous ont démontré que 80% de l'adoption de Wave aujourd'hui, c'est ces milieux défavorisés là, c'est ces milieux ruraux. Et je vous donne deux exemples simples. Vous savez qu'avec le digital, tu n'as pas besoin de garder un code PIN. La question de code PIN peut être gérée à travers des OTP dans le réseau d'argent. Donc, le client, on fait des parcours très simples, très simplifiés dans le digital pour que le client n'ait rien à faire. Le gars vient avec sa carte QR, il monte sa carte QR, il dit je veux faire un dépôt de 10 000 pour mon épargne. Il donne ces 10 000, on flash la carte QR et puis l'opération est sécurisée de bout en bout. Ça génère un ticket de bout en bout, ça passe. Voilà les avantages que peut offrir le digital pour un paysan, quelqu'un en milieu rural qui peut utiliser le digital
et qui n'auraient pas pu l'utiliser si c'était de l'USSD. Donc, pour récapituler, et l'investissement dans le secteur public, dans la technologie, dans l'accès à Internet, dans les devices, l'éducation financière des populations et l'éducation numérique des populations sont des choses qui doivent être au cœur de la stratégie digitale pour pouvoir être sûr qu'on crée de l'adoption en milieu rural. Merci beaucoup. Merci Virgile. Je crois, peut-être quand tu évoquais les technologies avec Wave, peut-être tu pourras dire quelque chose sur, disons, la collecte de données biométriques, parce que c'est quand même aussi un élément qui a fait le succès de l'application de Wave. Quand tu parlais de, voilà, de la difficulté à mémoriser les codes PIN, voilà, avec l'empreinte digitale. Exactement. Voilà. Exactement. Merci. Merci Maxime de me le rappeler. Et vous voyez effectivement dans l'application aujourd'hui, et quand une application aujourd'hui, on peut utiliser des technologies comme empreinte digitale, comme reconnaissance faciale, qui sont des technologies assez développées. Aujourd'hui, les fournisseurs de smartphones ont déjà fait le travail. Tous ces téléphones sont dotés de technologies biométriques et fingerprint et reconnaissance faciale. Voilà. Les lecteurs, en fait. Les lecteurs, voilà, qui sont assez sécurisés. Et que nous, acteurs financiers, banques et microfinances, nous devons juste nous approprier pour pouvoir servir les clients les plus défavorisés. L'autre chose aussi qui est fait au Bénin qui est bien, c'est sur les données personnelles. Sur les données personnelles, on a quand même connu beaucoup d'avancées. Aujourd'hui, il y a le NEP, un peu comme au Sénégal, un peu comme en Côte d'Ivoire. Et il y a tout ce qui est mise à jour des informations du client qui doivent venir aider ces milieux défavorisés à pouvoir sécuriser les transactions. Merci beaucoup. Maxime, ton micro est fermé. Oui, excusez-moi. Mon micro était fermé, effectivement. Merci Virgile pour ta brillante présentation. Je remercie également tous les participants qui ont eu à poser des questions. Je m'excuse vis-à-vis des autres participants qui ont des questions pas moins intéressantes, mais malheureusement, nous avons une contrainte de temps. Alors, ce webinaire, il a une particularité que j'aimerais quand même souligner, c'est que nous avons un taux de rétention de 100%. C'est-à-dire quoi? Ceux qui sont connectés depuis le début, ils sont tous là jusqu'à la fin. Moi, ça fait quoi? 5 ans que je fais des webinaires pour DFI, j'ai jamais vu ça. 100%, en général, on est à 80%, parfois 70%, mais là, c'est 100%. Personne n'a décroché, c'est extraordinaire. Mais ça montre la qualité de la présentation, c'est-à-dire, nous savons que les samedis, on a des obligations familiales. Donc, Virgile, je voudrais te dire félicitations, parce que malgré tout cela, les gens t'ont écouté du début à la fin. Je ne te dis pas ça pour te jeter des fleurs. Ça fait 5 ans que je fais des webinaires pour Digital Frontier. J'ai jamais eu 100% de rétention du début jusqu'à la fin. C'est incroyable. Félicitations. Et merci à nos chers participants, voilà, pour l'intérêt qu'ils ont porté à ce webinaire. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver en décembre pour un nouveau webinaire. Merci encore à tous et à très bientôt. Merci à tous les panélistes. Merci Maxime. Merci pour la confiance renouvelée.